suis intimement convaincue que les épreuves de la vie sont de véritables catalyseurs d'évolution. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute en fertilité, et dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. Bienvenue dans Serendipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour ce second épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Peggy Favez. Elle est coach en santé et nutrition, professeure de yoga, auteure et créatrice du blog En douceur dédié à l'endométriose. Elle propose des programmes en ligne, des accompagnements individuels, ainsi que des retraites pour aider les femmes à se réconcilier avec leur cycle et à mieux comprendre leur corps. Dans cet épisode, elle nous partage son désir de maternité, son parcours douloureux avec l'endométriose, son expérience de la PMA et sa confiance en l'avenir malgré les difficultés. Je vous invite à découvrir le récit tout en douceur d'une femme lumineuse et inspirante. Bonjour Peggy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Merci Mélanie, ça me fait super plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je suis Peggy. Quelques mots, c'est toujours compliqué. Tu sais, quand tu dis ça, il y a plein de choses qui viennent. Mais j'ai un parcours qui est un peu douloureux, même assez douloureux, avec tout ce qui est féminin et qui m'a conduit à maintenant accompagner les femmes dans ce sens-là. J'ai été atteinte d'endométriose, j'ai eu beaucoup de douleurs pendant mes règles, pendant les rapports sexuels, un parcours PMA aussi qui n'a malheureusement pas marché et c'est toutes ces expériences qui m'ont poussée en fait à m'intéresser à moi, à m'intéresser à mon corps, à comprendre, ce qui s'y passe parce qu'avant, j'étais un peu détachée de ça en fait et sur ce chemin, j'ai découvert plein d'outils, plein de trucs chouettes qui ont marché pour moi vraiment bien et c'est ça que j'ai envie de partager maintenant avec les autres. Super. Et tu nous appelles d'où, histoire de nous faire un peu rêver ? J'appelle de Bali. Je suis à Bali actuellement. Ouais, c'est chouette. Du coup, oui, tu viens d'écrire un livre dans lequel tu racontes ton parcours avec l'endométriose et notamment ton chemin vers la guérison. Et du coup, comme tu en as parlé, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ton chemin vers la maternité et comment cette maladie a impacté ce projet. Ouais. Du coup, quand est-ce qu'est apparu ton désir d'enfant ? Très tôt, très, très tôt. Moi, j'étais une de ces petites filles qui adorait jouer à la poupée, qui se voyait déjà avec un bébé, en fait. J'adorais les bébés et très tôt. Ça s'est vraiment manifesté tôt. Ensuite, à l'adolescence, il y avait d'autres choses, donc c'est vrai que j'étais pas là-dedans. Mais très tôt dans ma vie de jeune femme adulte, c'est revenu. La première fois que la question de la maternité, elle est entrée dans ma vie vraiment, en termes concrets, j'avais 21 ans. On a commencé à en parler avec, l'homme. C'est drôle de dire l'homme avec qui j'étais à l'époque parce que maintenant pour moi c'est un peu bébé quoi. Mais, mais on a commencé à en parler, on a essayé d'avoir un bébé, ça a pas marché. Ensuite, après quelques années, on s'est séparés donc je me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis dit que c'était peut-être, que ça devait pas être avec lui et certainement que ça devait pas être avec lui, j'en suis sûre. Mais, mais voilà, du coup après j'ai eu un passage de ma vie où c'est vrai que j'y pensais plus et puis après c'est revenu, au fil des relations, en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton premier parcours, du coup, quand vous avez commencé à parler bébé avec l'homme avec qui tu partageais ta vie à l'époque ? Mmh. Tu as parlé de PMA, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors la PMA, c'était pas avec lui, c'était avec un autre. Donc ça, c'était vraiment la 1re fois que, j'étais très jeune. Donc c'est vrai que quand je parle de mon parcours pour être maman, j'aborde pas vraiment cet aspect-là, enfin à cet âge-là, parce que c'était plus des essais qui étaient pas, j'étais pas à fond dedans non plus. Mais j'avais très envie d'être maman, j'avais déjà acheté des trucs, je cousais des trucs. Donc voilà, c'était un projet bien présent quand même, hein. Et des fois, je me rends compte que je suis un petit peu extrême dans le contrôle, donc j'en étais déjà à ne plus manger de salade, à ne plus manger de fromage et certains trucs, et parce que mon gynécologue m'avait dit que c'était pas top. Donc oui, j'avais quand même un parcours pour essayer d'avoir un bébé, clairement, et qui n'a pas marché, mais on s'est pas posé la question d'essayer autrement ou d'aller plus loin à ce moment-là.
Après, c'était une relation qui était un peu compliquée, donc il y avait d'autres choses aussi qui prenaient le dessus à certains moments. Et, et après, on s'est séparés. Après, j'ai eu quelques années de célibat. Et la PMA, ça a été un parcours qui était avec la personne avec qui j'ai été pendant quelques années après. Et avec lui, en fait, la question, elle s'est posée très vite, en fait. Elle s'est posée par rapport à l'endométriose. Donc, c'est vrai que déjà, on a parlé très vite d'endométriose et de ce qui m'arrivait. C'était quelqu'un qui était très compréhensif, très à l'écoute, qui m'a beaucoup soutenue. Et à peu près 6 mois après notre rencontre, j'ai été opérée en urgence d'un kyste. Et il y a eu des complications ensuite à toujours lié à l'endométriose, c'est toujours très compliqué. J'ai été par la suite opérée des poumons, donc j'ai passé 3 semaines à l'hôpital où il était très, très présent tout le temps. Et en fait, lors de mon examen de sortie de l'hôpital, la chirurgienne qui m'a opérée m'a demandé, donc il était présent à côté de moi, elle nous a dit: «Et en fait, vos projets bébés, ça en est où?» Et j'étais un petit peu: «En fait, il y a pas de projet bébé», et je me disais: «Mais pourquoi elle dit ça là, maintenant, où je suis avec quelqu'un depuis 6 mois?» C'était vraiment pas très confortable comme situation. Et puis avec la délicatesse parfois des médecins, elle me dit: «Oui, à votre âge, faudrait, vous savez, hein, avec ce qui vous arrive comme maladie, il faudrait vraiment commencer à y penser». Donc j'étais un peu mortifiée parce que pour moi, c'était pas le moment dans mon couple à ce moment-là. Et après, c'est vrai, hein, après j'entends, je vois le discours des médecins, et c'est aussi, ils sont dans tout ce qui est préserver la fertilité. Et c'est vrai que j'avais déjà eu 3 opérations, j'avais des kystes aux ovaires, et l'endométriose à un niveau profond. Et, et que j'avais 33 ans. Donc oui, elle avait toutes les raisons de me dire ça, mais c'était pas très délicat de le faire alors que j'étais pas seule, je pense. Mais c'est comme ça. Et en fait, on s'est retrouvés à rentrer à la maison dans la voiture. On vivait déjà ensemble, c'est une relation qui a démarré très vite. Et ça faisait très peu de temps qu'on vivait ensemble, mais on vivait ensemble à ce moment-là. Et c'est vrai que lui m'a dit: «Tu sais que j'ai entendu ce qu'elle a dit?» Et j'étais un peu: «Ah ouais?» Enfin, j'ai un peu ignoré. Et là, elle m'a dit, enfin, lui m'a dit, mais il me dit: «Moi, je suis prêt», et je suis un peu tombée des nues. Et c'est vrai qu'il a eu ce discours en me disant: voilà, on vient de décider de vivre ensemble. Moi, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. J'ai entendu que ça pouvait prendre des années, et autant commencer à essayer maintenant plutôt que de se dire dans 2 ans on essaye et que ça prenne trop longtemps. Donc on s'est donné du temps pour essayer naturellement, et c'est pas arrivé. Donc à peu près 1 année plus tard, on s'est engagé dans le parcours PMA. D'accord, OK. Et comment tu en es venue du coup à la PMA? Pour moi, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que, je sais pas, ça a été très bien expliqué par la médecin qui me suivait, qui était une spécialiste PMA et fertilité. Et c'est vrai que, elle l'expliquait de par mes attentes, qu'il y aurait plus de chances. Bon, après, j'ai un médecin qui est revenu là-dessus en me disant que ça n'aurait pas marché. Mais, mais voilà, elle a eu les bons arguments pour me faire comprendre que ça pouvait être une bonne solution pour nous. Et j'ai eu envie d'essayer. Et c'est vrai que les 2, on s'est pas posé beaucoup de questions. Pourtant, il y a une chose qui a été compliquée, c'est que je suis suisse, et en Suisse, la PMA n'est pas remboursée. Donc on a dû payer. C'était à peu près 6 000 à 7 000 €. Et voilà, ça fait mal. Et ça, je me rappelle que ça m'a fait très, très mal, en fait, d'apprendre ça. J'ai trouvé ça vraiment complètement injuste. Et parce que pour moi, c'était suite à un problème médical, donc je comprenais pas pourquoi ça pouvait pas être pris en charge. C'était pas moi qui décidais de faire un bébé de cette manière. Oui, j'ai décidé d'essayer de faire un bébé de cette manière, mais c'est parce que l'autre choix semblait, selon les médecins, impossible. Bien sûr. Et du coup, on t'a tout de suite, orientée vers une FIV du coup? À cause de ta maladie, j'imagine? Oui, on m'a tout de suite, oui, parce que pour eux, ils me disaient qu'en fait, ouais, ils se questionnaient plus par rapport aux ovaires, à mes trompes, et j'ai eu une salpingite. Donc il y avait tous ces éléments qui faisaient qu'il y avait quand même un risque, et que peut-être c'était pour ça que je ne tombais pas enceinte, et du coup, c'était de griller certaines étapes, alors qu'une insémination artificielle, et l'ovule, il doit faire son chemin, enfin, les spermatozoïdes doivent faire leur chemin jusqu'à l'ovule, et cetera. Donc là, c'était vraiment plus de sauter quelques étapes pour avoir déjà des embryons, et l'implantation. Et du coup, comment ça s'est passé cette FIV? Comment tu as vécu les traitements et cetera? Étonnamment, très, très bien. J'étais très étonnée parce que je pense que toutes les femmes qui vivent ça,
on passe notre temps sur les forums à se renseigner, etc. On lit tout ce qui est effets secondaires et qui sont aussi importants, en fait. Donc je m'attendais vraiment à tout ça. Après, ça faisait un petit moment que j'avais déjà changé pas mal de choses au niveau de ma santé et que je soutenais bien mon corps. J'ai fait de l'acupuncture aussi tout au long de ce parcours et je pense que ça m'a bien soutenue et j'ai eu aucun effet secondaire. Donc ça, c'était la première surprise. C'était en fait, voilà, physiquement, je l'ai très très bien vécu du début à la fin, en fait. Vraiment, si on parle que en termes de corps et de symptômes, etc., ça a été très très facile pour moi. Ensuite, au niveau émotionnel, j'ai trouvé ça terrible. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je pense que j'avais pas conscience de tout ce que ça représente non plus. Et c'est un peu sorti au fil des jours, mais c'est vrai que je trouve qu'on nous dit pas assez à quel point c'est quand même un parcours compliqué. Ces 15 jours de piqûres, voilà, on entend. En fait, pour moi, c'était des piqûres, et c'est ça qui me faisait peur. C'était les piqûres, et c'était le résultat. Pour moi, la FIV, c'était ça. Tu vas devoir faire des piqûres. Si ça marche, on implante un embryon, et ensuite, il y a 2 semaines, c'est horrible parce qu'on attend, on ne sait pas si on est enceinte ou pas. Et après, après ces 15 jours, il y a un test qui nous permet de savoir si ça a marché ou pas. Pour moi, ça se résumait à ça. Et dans ce parcours, j'ai découvert qu'il y avait d'autres étapes, en fait, qu'on n'était jamais sûr que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, soit parce que le traitement fonctionnait pas assez bien ou trop. Voilà, des choses comme ça, de savoir à quelle taille grandissaient les follicules, les ovules, de savoir si les embryons aussi, s'ils étaient viables, s'ils étaient bien, s'ils grandissaient, etc. Et ça, c'est des étapes, moi, je les ai vécues douloureusement parce que chaque fois, je rentrais dans une nouvelle peur de me dire, il y a tout qui peut de nouveau s'arrêter, il y a tout qui peut de nouveau s'arrêter, et on vit au quotidien ça, on ne sait pas, et rien n'est gagné. Et je trouve que c'est compliqué de le vivre sans avoir le moment d'intégrer. C'est chaque fois, c'est en quelques jours, et chaque fois on se dit: «Bon, ça c'est OK, et maintenant, maintenant, il faut que la suite marche aussi», et j'ai trouvé ça super dur. Ce que j'ai trouvé très compliqué aussi, je sais pas si c'est pareil dans tous les centres PMA, mais c'était d'aller, si je me rappelle bien, tous les 2-3 jours à un certain moment pour faire des échographies, pour voir où ça en était. Ça, c'était avant de prélever les ovules, et ça, quand on travaille, quand on a une vie active, je veux dire, c'est hyper compliqué. Parce que moi, j'ai pas fait le choix de pas le dire à mon employeur ni à mes collègues, heu et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Je pense que voilà, c'est un peu compliqué de partager ça, et j'ai eu de la chance, en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'avais des horaires irréguliers, que je pouvais échanger avec mes collègues, et du coup, j'ai vraiment réussi à bidouiller un peu ça, à dire à un de mes collègues amis qui pourtant ne savaient pas, mais d'être là: «Est-ce que tu peux m'échanger ce jour? Je te prends tel jour», ou et cetera, et j'ai arrivé à faire, voilà, à ce que ça ne se voit pas, en fait, mais après mes horaires irréguliers voulaient aussi dire que la PMA, les piqûres, elles se font relativement à heure fixe, et je faisais des nuits à mon travail, voilà, je faisais des journées de 13 heures, ce qui veut dire que, par rapport à ça, j'avais choisi de me piquer à 22 heures tous les jours, dans le sens en me disant: la plupart du temps, je suis à la maison, et quand je ferai la nuit, ça sera au travail», et ça, j'ai des souvenirs très particuliers aussi. C'est arrivé 2 fois, et de me dire: «Je suis sur mon lieu de travail, aux toilettes, en train de me faire une piqûre», je trouvais ça complètement fou, en fait. Après, je me rappelle aussi, du moment de l'implantation. Je trouve qu'il y a un moment très, très fort, l'implantation de l'embryon. Enfin, pas l'implantation, en fait, je sais plus comment ils appellent ça. Le transfert. Ouais, le transfert, oui, parce que l'implanter, c'est quand ils s'implantent dans l'utérus. Bien que ce soit direct. Oui, ça aurait été chouette, mais ça n'a pas été le cas. Mais ouais, j'ai un beau souvenir de ce moment-là, parce que pour moi qui ai beaucoup vécu, l'hôpital, les médecins, de me retrouver dans un moment où on m'annonce pas quelque chose de terrible, et où c'est quelque chose de beau. Alors je sais qu'il y a des personnes pour qui la PMA, ce n'est pas quelque chose de beau, mais moi j'ai trouvé ça très beau, et j'ai trouvé le personnel soignant tellement attentionné. En fait, et c'est ça où je me dis: oui, il y a de la science qui entre en jeu, mais pour moi, on a vraiment c'était nos bébés, et on nous les a montrés, et c'est beau, en fait, de vivre ça, et c'est quelques jours où malgré tout, tu te sens maman et un petit peu comme les autres. De te dire: «Là, il y a des embryons», même si tu sais pas s'ils vont s'implanter ou pas, mais tu te dis: «Là, ils sont là», et tu fais ça à 2. J'ai trouvé ça beau, et je trouve aussi que, voilà, après c'est moi, je me dis, je sais pas si on le vit toutes de la même manière,
Mais en tout cas, par rapport, à l'équipe PMA qui m'a suivie, j'ai trouvé qu'il y avait des actions qui étaient très belles en termes significatifs de, un peu de parentalité et de couple. C'est vrai que nous, on a trouvé très émouvant ce moment où on signe avant de lancer la procédure PMA. On est les 2 face au médecin et on signe qu'on est d'accord et on s'est dit: «Mais c'est comme le mariage, c'est un engagement l'un envers l'autre et c'est même plus fort parce qu'on s'engage à faire un bébé et les autres couples ne le font pas». Ouais, et j'aime bien quand même, voilà, me rappeler des choses belles et pas que des douleurs de ce parcours. Mais je me rappelle par contre que, tu vois, j'ai eu ce moment de bon, ben, voilà, ces bébés, ils sont là et on rentre à la maison et voilà. Mais vraiment, et on s'est dit ça, on s'est dit: «On va le vivre en se disant: "C'est positif"». Après j'étais déjà dans ces démarches de pensée positive et on s'est dit: «Ben, là, ces bébés, ils sont là et même s'ils sont là que 15 jours, ils sont là et on va les accueillir comme ça, on va pas être dans le doute, voilà. Là, on est parents, en tout cas pour 15 jours». Donc on l'a vraiment, vécu de cette manière-là. Et par contre, j'ai eu une peur, mais immense, qui est montée parce que, tu vois, je t'ai dit ces étapes auxquelles je m'attendais pas, qui ramenaient à chaque fois des peurs et des incertitudes et en fait, ben, là, en fait, tout d'un coup, j'ai réalisé que ces peurs et ces incertitudes, c'était pour la vie, en fait. Et j'ai vraiment eu un truc où je me suis mise à pleurer et j'étais là: «Mais en fait, j'aurais peur toute ma vie». Et je disais: «Mais j'aurais peur, je vais avoir peur là pendant 15 jours jusqu'au résultat et si on me dit que c'est OK, ben, je vais avoir peur pour les 3 premiers mois parce qu'on dit que c'est risqué. Ensuite, j'aurais peur toute la grossesse parce qu'on sait jamais et parce que l'accouchement, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'ira pas» et voilà et en fait j'en venais à tout imaginer, être là et j'aurais peur qu'ils soient pas en bonne santé, j'aurais peur toujours qu'il leur arrive quelque chose et j'aurais peur à 18 ans qu'ils aient un accident de voiture et je me rappelle qu'au final, on a tellement ri de ça et on s'est dit: «Mais en fait, c'est pas parce que, parce que c'est fait que qu'on lâche les peurs et que tout est OK». Et je pense que quand on est une femme et qu'on a ce parcours difficile pour avoir un enfant, on met tellement d'attentes dans ce moment où on va avoir un test positif, qu'on oublie un petit peu le reste et la suite qui n'est pas forcément tout rose, ça peut l'être, hein, bien sûr, mais tout d'un coup, il y avait une autre réalité qui allait plus loin, qui s'ouvrait à moi. C'était pas juste cet objectif de: «Oui, je suis enceinte et j'ai ces 2 barres qui s'affichent sur mon test», mais ouais, ça implique plein d'autres choses après. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, et du coup, comment tu as vécu les 15 jours d'attente? Vous les avez vraiment vécus à 2? Ça c'est très chouette, d'avoir, Ouais. un homme qui partage vraiment ça et qui se «projette» entre guillemets, en tout cas qui s'investit, même pour les 15 premiers jours, je trouve ça très beau. Et du coup, comment tu as vécu le résultat? Comment vous l'avez vécu? Très mal, pour lui. Pour moi, c'était plus facile, étonnamment, mais en fait, moi, j'ai senti quelques jours avant que c'était fini. Je sais pas comment, mais en fait, je me suis sentie vide et je me suis réveillée un matin et je me suis dit: «Ben, je crois que c'est fini» et je lui l'ai pas dit, j'avais pas envie. Je me suis dit: «Ben, on va attendre le résultat et peut-être que c'est moi ou peut-être que» voilà, mais j'ai vraiment je me rappelle de ce ressenti et de cette tristesse qui est arrivée en me disant: «Ben, je crois que c'est pas OK». Et en fait, le résultat, c'était on était à la maison, on a eu par téléphone, suite à une prise de sang. J'ai pas eu envie de faire des tests parce que j'en ai tellement fait que j'avais pas envie d'être à encore faire un test et de me dire: «Oui, j'ai pas encore eu la prise de sang, peut-être que c'est trop tôt, j'y crois encore» et cetera. Donc j'ai vraiment tenu par rapport à ça en me disant: «J'attends la prise de sang» et donc on a reçu un téléphone, c'était sur haut-parleur et le médecin qui nous a annoncé que le test était négatif. Et ouais, c'était vraiment dur parce qu'on sait pas quoi dire vraiment. Enfin, en plus, on est dans notre détresse et il y a un médecin au bout du fil qui est là: «Est-ce que vous avez des questions?» et ben non, en fait, genre, là, c'est un peu le quand même le ciel qui tombe sur la tête et moi, je pense qu'il y a soi, il y a l'autre, il y a ouais, je me rappelle que c'était un moment assez compliqué et comme je dis, pour moi, ça a été plus facile dans le sens où peut-être que je l'avais senti. J'ai aussi vécu d'autres épreuves qui font que j'étais prête à enfin, c'est horrible de dire ça, mais à vivre, une nouvelle épreuve, en fait et à rebondir parce que je connaissais ça. Mais j'étais avec quelqu'un qui n'avait jamais connu d'échec, en fait, qui réussit tout ce qu'il fait, tout de suite et pour lui, ça a été très compliqué, en fait. C'est pour lui, il a jamais eu de non, en fait. Il arrive toujours à ses fins et cetera donc c'est vrai que là, il est pas de prise là-dessus. En fait, c'est non et il y a pas de possibilité de faire autrement et ça, c'était très, très dur pour lui et la suite, elle était très compliquée pour notre couple, vraiment. Ça a été vraiment, enfin vous en êtes pas relevé.
Je dirais oui et non. On s'est séparés, une année et demie plus tard. Je dirais qu'on s'en est relevé, mais d'une manière qui était pas OK. Où très vite pour lui, je pense qu'on a tous dans des cas comme ça, on a nos voilà, comme chacun, quand il y a une épreuve qui nous arrive, on a nos systèmes de protection qui se mettent en place et on n'avait pas les mêmes. Donc pour moi, ça aurait été de communiquer autour de ça et cetera. Et pour lui, c'est un sujet dont on ne parle plus jamais. Donc ouais, c'est trop douloureux, on n'en parle pas, j'ai pas envie qu'on souffre. Voilà, il me disait: «J'ai pas envie qu'on soit un de ces couples malheureux, j'ai envie qu'on soit heureux, on est super bien les 2, on s'en fout». Il est vraiment parti un peu comme ça et j'ai joué le jeu, en fait. Voilà, j'ai joué le jeu, je pense pour le protéger aussi, pour pas qu'il s'effondre. Donc j'ai joué ce jeu de: «Ben, c'est pas grave et puis on est fort et puis on a une belle vie et puis tout est OK et puis on réessayera». Et après on était très clair qu'on n'était pas prêt à réessayer vite, qu'on avait besoin de temps. Et surtout que moi, j'ai eu une révélation parce que je crois que 15 jours après, on nous a proposé ouais, je crois que c'était 15 jours après le résultat où je suis allée en contrôle. Ben, je suis allée seule, lui, il n'arrivait pas à y aller. Je sais que quelques années plus tard, il n'arrive toujours pas à passer par la rue devant la clinique où ça a été fait. Et c'est vrai que, oui, qu'on n'était pas prêt à remettre ça. Et c'est vrai que, ben, on nous l'a proposé très vite. Et moi, j'ai eu plein de phrases qui me sont revenues, des médecins qui me disaient que ben, quand il m'avait opéré, que tout était hostile, tout était sombre, tout était collé. Et je me suis dit, mais j'ai cette image-là de l'intérieur de mon corps. Et je me disais, mais comment je peux accueillir en fait un embryon dans un milieu qui est dit hostile? Et c'est là que j'ai décidé de faire cette opération, ben, pour enlever les lésions d'endométriose et puis vraiment repartir avec une image de mon corps qui est claire. Et voilà, j'avais envie de ça avant de refaire un transfert d'embryon. D'accord. Tu n'avais pas encore fait d'opération pour ton endométriose? J'en avais fait, mais des opérations en urgence, donc ils n'avaient pas pu bien enlever les lésions, et cetera. C'était vraiment parer au plus pressé, limiter les dégâts. Mais ouais, là, c'était vraiment une opération qui a été planifiée, qui était longue, mais vraiment réussie. Et ça, c'était assez compliqué parce que c'est une opération qui m'a laissée pleine d'espoir. Ben, parce qu'elle a été réussie, parce que le chirurgien m'a dit, ben, après, pour celles qui ont l'endométriose, c'est un petit peu le discours classique, c'est voilà, vous allez prendre un traitement pendant 3 mois pour tout mettre au repos et après 3 mois, par contre, essayez vraiment de faire un bébé parce que c'est le moment où vous aurez le plus de chances que ça arrive et en fait, on s'est séparés après ces 3 mois. Donc ouais et ça a été super dur et compliqué et ouais. D'accord. En fait, c'est tombé à un stade où vous arriviez plus à avancer à 2 en fait? Ouais. Après la séparation ça a jamais été verbalisé, même maintenant quand on en parle, c'est d'autres raisons, mais je pense que c'est sous-jacent, de toute manière. D'accord. Ouais, donc toi, tu avais tous les espoirs et au final, ouais, tu te retrouves, à stopper ce désir, de maternité une nouvelle fois, en fait. Ouais. Et est-ce que vous en aviez parlé autour de vous, en fait, pendant ce parcours de PMA? Est-ce que vous partagiez autour de vous, ce que vous viviez? Alors moi, j'en ai parlé et j'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé à ma famille. J'étais ouverte là-dessus. J'avais déjà mon blog par rapport à l'endométriose, donc je sais plus si j'en ai parlé en fait. Par contre, j'ai un doute. Je crois pas que j'en ai parlé sur le blog à ce moment-là parce que comme lui n'avait pas envie d'en parler et voilà, c'était par égard pour lui. Mais j'en parlais aussi, ben, tu vois, sur les forums ou avec mes abonnés en off en fait. Donc c'est vrai que pour moi, j'ai vraiment eu l'occasion d'en parler, d'être soutenue et là-dedans, alors que lui pas. Et je pense que pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué aussi ce parcours PMA parce que c'est quelque chose, je pense que c'est pas très évident d'en parler autour de bière avec ses amis, alors que entre copines, c'est quand même plus facile, j'ai l'impression. En tout cas pour moi. Bah, en tout cas, enfin, moi, c'est pareil, de mon côté, c'est comme s'il y avait, peut-être pas une forme de honte, mais ça rapproche, au sentiment d'échec, je pense et c'est peut-être pas quelque chose qu'ils acceptent, enfin, on le voit peut-être pas comme eux non plus, en fait et puis on le vit pas pareil non plus donc ouais, chaque homme est différent mais je pense que de toute façon, dans la vie, en général, on est, heu, on est beaucoup plus à parler, à partager avec nos amis que les hommes, en fait. Après, je veux pas faire de clichés, Non, mais mais quand même, je crois que tu raison et c'est triste, hein. bah, je trouve ça dommage parce que je sais que nous, ça nous aide énormément,
de se sentir soutenu, de pouvoir partager, de pouvoir parler et se sentir moins seul, comme tu dis, sur les réseaux, etc. C'est quand même hyper important. Et puis oui, peut-être qu'on veut plus creuser et se sentir soutenu, comprendre et trouver des solutions. Ouais. Après, chacun fait comme il peut. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et moi, je trouve, voilà, je sais pas pour toi, mais pour moi, bah, je trouve dur parce que c'est quand même un parcours qui est compliqué et on doit penser à soi, mais aussi à l'autre. Et ouais, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup à porter en couple. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est que, bon, encore une fois, je vais parler pour moi, mais c'est vrai qu'on a tendance, moi j'ai eu tendance à, comme toi, en fait, un peu, vouloir, alors c'est l'élément fort du couple, de mon côté, mais c'est vrai que, bah, on veut pas non plus, on se dit que, bah, tant qu'il est fort, moi je peux pas non plus, complètement, lui transmettre mon mal-être parce qu'il faut bien qu'il y en ait un de nous 2 qui est fort et du coup, c'est vrai que on ne vit peut-être pas pleinement ce qu'on devrait vivre. Comme tu disais, en fait, que bah, tu t'es dit, ok, il a peut-être raison, on est fort, on va avancer, et puis voilà, sauf que bah, peut-être que t'as pas complètement, à cette époque-là, vécu et traversé les émotions comme tu en aurais eu besoin, en fait. Ouais. Après cette séparation, où tu en étais de ton désir de maternité? C'était j'allais dire, c'est marrant de dire comme ça, c'était vachement intéressant. Mais là, c'est avec le recul, hein, parce que c'était pas intéressant à cette époque-là. C'était douloureux. Ben, j'en ai voulu vraiment parce que je me disais: «Non mais toutes ces années où c'était compliqué et là où on me dit que j'ai le plus de chance, il part». Ouais, j'en ai vraiment voulu beaucoup et ensuite, ben, j'étais dans d'autres choses. Après, ce qui a été très, très surprenant pour moi, c'est que, très vite des personnes proches m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu vas faire avec les embryons, du coup?» Ah, il t'en restait? Ouais, et là, c'est vrai que, tu vois, j'ai des copines qui me disaient: «Mais, du coup, tu veux pas, les garder et faire» et pour moi, c'était non. J'étais hyper claire avec ça et c'est dans ce sens-là où je dis maintenant que c'est intéressant. Ma réaction, elle a vraiment été d'envoyer balader tout le monde et j'étais là: «Mais non», en fait, pour moi, c'était inconcevable et c'était, pour moi, ces bébés, on les a fait à 2. Donc on les a à 2 ou alors ils n'existent pas, en fait. Pour moi, c'était un projet de famille, c'était pas être maman donc je l'envisageais absolument pas et je l'ai pas envisagé une seule fois. Donc ouais, ça m'a surpris que les autres autour de moi envisagent ça. Après je me dis, ben, que s'il y a un truc qui est chouette, c'est que j'ai des personnes autour de moi qui ont une belle ouverture d'esprit. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même un côté traditionnel. C'est assez marrant, même si j'ai une vie atypique, dans un certain sens, mais par rapport à ça, je me rends compte que je reste dans quelque chose de très traditionnel et que et que j'ai envie de fonder une famille. Ouais, pas un désir d'enfant à tout prix, en fait. Non. Donc ouais, c'était quand même particulier. Je pense que ça amène des choses particulières, hein, quand même. Même si on a l'impression de bien le vivre, c'est un peu fou. Oui, on a des décisions à prendre, qu'on n'aurait jamais pensé avoir à prendre. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, où est-ce que tu en es de ton désir d'enfant? Il est toujours présent et après j'ai toujours cette notion de famille qui vient. J'ai envie d'une famille et je sais que je serai maman un jour. Pour moi, tu vois, je me fais toujours mes listes, j'ai mes listes des choses que j'ai envie dans la vie ou plutôt une liste, et c'est aussi partie ça d'une liste un peu des choses que je regretterais si ça n'arrive pas et je sais qu'il y a des femmes qui arrivent à faire le deuil de la maternité et pour moi, non, j'ai pas envie. Et je me dis: «Ben, j'ai envie d'être maman un jour et quelle que soit la manière, mais j'ai envie d'être maman un jour, j'ai envie d'avoir des enfants autour de moi, j'ai envie de transmettre des choses, j'ai envie d'avoir une petite tribu» et même si je me remplis de plein de choses dans ma vie, je sais que je regretterais de pas avoir fait cette démarche-là, quelle qu'elle soit. Donc par contre, je suis assez claire sur le fait que j'adorerais tomber enceinte, j'adorerais que ça marche naturellement, mais je suis claire que je suis OK aussi avec d'autres manières. Donc oui, tu es complètement ouverte, à l'adoption ou Ouais, à 100. Après, pour moi, il y a quelque chose aussi qui est peut-être plus facile que pour d'autres par rapport à ça. C'est que alors déjà, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas pour rien, hein, mais depuis toujours, j'ai envie d'adopter. Même, sans savoir que ça allait être compliqué pour moi de tomber enceinte. Je me disais toujours: «Ah, j'aimerais bien avoir des enfants, mais aussi en adopter». Donc déjà, c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur, ou je me suis jamais dit: «C'est bizarre» ou comme ça. Et ensuite, ben, ma première profession, je suis éducatrice et ben, ça, on n'en a pas parlé non plus. C'était un autre truc qui a été assez compliqué, pendant mon parcours PMA, c'est qu'à ce moment-là, j'étais éducatrice dans un foyer de la DAS et un foyer qui accueillait des bébés.
en urgence. Pour moi, ça a été autant douloureux, autant bénéfique dans mon parcours. Ça a été douloureux parce qu'à cette période-là, c'était très compliqué pour moi. À certains moments je vais le dire, c'est des mots peut-être qui sont un peu crus, mais ça permet de mieux comprendre, mais c'est des enfants dont la garde est retirée à leurs parents. C'est des situations souvent assez catastrophiques et en fait, ben, on subit un peu l'injustice de plein fouet et je sais pas pour toi, je pense qu'en tant que femme, on a toujours ce truc, même si moi j'ai toujours mais vraiment toujours été heureuse pour mes amis quand c'est arrivé. J'ai pas eu de jalousie ou comme ça, mais je ressentais un profond sentiment d'injustice. De me dire: «Mais pourquoi toutes les autres, elles y arrivent et pas moi?» Et je me disais: «C'est injuste quoi, que ça soit facile pour les autres et pas pour moi». Et là, ça venait de rajouter, parce que de me dire que moi, je fais attention à ce que je mange, à mon rythme de vie, à plein de choses. Je fais tout ce qu'il faut pour avoir peut-être la chance de tomber enceinte un jour, je prends soin de moi. Et puis tous les jours, je vois des femmes qui sont toxicomanes, qui ont une hygiène de vie déplorable et qui sont mamans facilement. Et ça, j'arrive même plus parce que j'ai fait ce travail trop longtemps, donc j'ai même plus de jugement par rapport au fait de ne pas arriver à s'occuper d'un enfant, parce que je pense qu'on a toutes nos blessures qui font que. Mais c'était plus, ouais, c'est aussi ça, ce côté, mais attends, on nous dit qu'il faut manger comme ça, que si, qu'il faut boire du jus d'ananas, que je sais pas, et tu là, et tu dis: «Mais attends, parce que celle qui boit, qui fume, qui se drogue, qui fait n'importe quoi, elle tombe enceinte en un claquement de doigts», donc ouais, j'avais vraiment un sentiment d'injustice par rapport à tout ce que je mettais en place. Je comprends tout à fait. Je partage à 200. Oui. Mais je pense qu'on a tous nos choses à apprendre sur ce chemin et pour elle, c'est apprendre comme ça et puis pour nous, c'est d'une autre manière. C'est ça. Mais ça a été un cadeau aussi parce que je me suis rendu compte à quel point on peut s'attacher à des enfants qui sont pas de nous, à quel point eux peuvent s'attacher aussi, tout en restant sains, hein. Je pars pas dans quelque chose de transfert ou comme ça, même si oui, ben, il y en a eu des légers dans mon parcours, mais c'est aussi des choses qui sont nécessaires pour ces enfants et j'ai été très bien accompagnée, dans ce sens-là par des professionnels. Parce que j'avais plus tendance, tu vois, des fois à faire un peu un pas de recul en disant, «Faut pas que je m'investisse trop ou que je m'attache trop parce que c'est pas sain, parce que c'est peut-être, à cause de mon désir d'enfant qui vient pas que je projette tout mon amour sur cet enfant qu'on me met dans les bras». Et c'est vrai jusqu'à ce que, ben, les professionnels qui travaillent avec moi et qui me soutenaient me disent: «Mais non, ils ont besoin, donc vas-y à fond». Et ça a été une chance parce que je me suis vraiment rendu compte qu'on peut être maman, sans porter la vie, en fait, mais qu'on peut accueillir une petite vie Ouais, qui a personne pour elle et qui a juste besoin d'avoir quelqu'un, en qui trouver de la sécurité, de la confiance et pouvoir grandir. ouais, tout à fait. Mais tu vois, je me suis retrouvée j'étais en congé pendant 15 jours après, ben, dans l'attente des résultats de la PMA et par rapport à l'endométriose, au médecin qui me suivait, il m'avait dit que si j'étais enceinte, il m'arrêterait complètement et que je travaillerais plus jusqu'à la fin. Parce qu'il voulait pas de risque pour la grossesse et il me disait surtout avec le travail que je faisais, enfin il disait: «Non quoi, c'est non». Et ben, après ces 15 jours, j'ai eu le résultat négatif, je suis retournée au travail et le matin où je suis arrivée au travail, je me suis retrouvée avec une petite fille de 6 semaines dans les bras. Et là, c'était hyper compliqué. Là, vraiment, c'était fou. Et c'était fou parce que c'était non seulement l'avoir dans les bras, mais c'était aussi l'accompagner à des rendez-vous médicaux. Donc, c'était aller pour ces rendez-vous à la maternité où j'allais pour mes consultations PMA. Donc, c'était une semaine plus tard, repasser cette porte avec une poussette. Donc, c'était complètement fou comme truc. Ouais, ça me fait des frissons, ça a dû être Ouais. assez, challengeant quand même. Et des fois, la vie, ouais, je sais pas pourquoi, ça nous fait vivre des trucs comme ça où tu te dis, mais ouais. Et justement, avec le recul, comment tu vois ça, en fait? Comment tu vois, bah, toutes ces femmes qui arrivent à tomber enceintes et qui ne le veulent pas vraiment et toi qui as ces difficultés, est-ce que tu arrives à avoir une vision un petit peu plus objective et peut-être plus spirituelle de pourquoi tu dois vivre ça, en fait? Pourquoi tu passes par là? J'arrive pas je pourrais pas dire pourquoi moi je passe par là. Je pense qu'on doit tous grandir. Je pense que de mon côté, il y a quand même eu des transmissions, de femmes qui sont compliquées dans la lignée de femmes et je pense qu'il y avait des choses à guérir et que ce chemin, il m'a amenée à guérir aussi parce qu'avant ça, je m'intéressais pas à mon corps, mon cycle, je savais pas comment ça marchait. J'essayais de faire un bébé, mais je me posais pas plus de questions que ça. Alors que maintenant, bah, je sais exactement, tu vois, comment ça se passe, ce qu'il y a dans le corps, mais aussi au niveau émotionnel. Enfin, c'est assez, mais comme tu dis, c'est assez fou parce que même mon parcours professionnel, il y a tout qui est tellement lié Ouais, que c'est comme si tout devait m'amener maintenant. Et j'ai même tendance à me dire que peut-être tout devait m'amener dans le fait d'être maman différemment et de le faire bien et de le vivre bien. Parce que le fait que j'ai rencontré ces femmes aussi sur mon parcours, tu vois, c'est que j'ai plus de jugement. Alors que je me dis peut-être que
quand tu connais pas ce monde-là et que tu fais un parcours PMA qui marche pas, qu'on te dit: «Ah ben, essayez peut-être l'adoption ou d'être famille d'accueil», tu vas te retrouver face à des situations que tu ne connais pas du tout et tu vas je sais pas, je me dis peut-être que tu transmets pas le bon message à l'enfant que tu accueilles non plus, par rapport à sa famille. Et moi, pour moi, avoir un enfant et que ça soit biologiquement ou d'adopter ou d'être belle-maman ou je sais pas, pour moi, la transmission, c'est vraiment de l'amour, en fait et je me demande si, tu vois, si j'avais pas eu ce parcours-là, je dis professionnel et puis après, ben, dans toutes ces épreuves, ben, ça t'amène à te pencher, sur toi, sur le développement personnel, sur tes émotions et le fait de grandir avec tout ça, je me dis que je pense que j'ai des trucs beaucoup plus chouettes à amener à un enfant que ce que j'avais avant et de beaucoup plus de tolérance. Et du coup, quel regard tu as aujourd'hui avec le recul? Parce que finalement, ça fait quand même pas mal d'années au final que tu as ce désir présent, même s'il a beaucoup Mmh. évolué. Euh, Qu'est-ce que tu retiens en fait de ce parcours vers la maternité? Ben, je retiens beaucoup plus de confiance en moi et en mon corps. Je retiens aussi plus je sais pas comment dire ça. Je pense de la sagesse, bien sûr, quand on passe par là. Je pense que toutes les femmes qui nous écoutent, c'est un chemin qui nous amène à de la sagesse. Après, bien sûr, être passée par de la colère, de la tristesse et cetera, hein, c'est compliqué. Mais ce que je retiens aussi maintenant, je vois le fait d'être maman différemment qu'avant. Avant, pour moi, c'était avoir un enfant et tu vois, il y a le mot «avoir». C'était, voilà et ben, j'ai un bébé qui est trop mignon et que j'achète des trucs trop chouettes et après, même si ça arrive maintenant, je mettrai pas des petites robes affreuses, ça c'est clair, hein. Mais, tu vois? Non, mais c'était plus cette image de la maternité idéale, d'un peu, ouais, le truc Pinterest et puis un peu tout rose, quoi et tandis que maintenant j'ai une vision beaucoup plus d'ensemble, ben, tu vois, avec ce que j'ai décrit avant de ces peurs que ça amène, je pense que maintenant, cette aventure, elle sera beaucoup plus je sais déjà à quoi m'attendre complètement, même s'il y a tout le temps des surprises, hein, mais je pense que je sais plus à quoi m'attendre qu'avant et c'est plus de la curiosité maintenant. Avant, ça aurait été vraiment avoir un enfant pour combler un manque, je pense, un manque affectif et maintenant, pour moi, c'est de la curiosité. C'est de me dire: «Mais ça sera qui? Et il aura quoi comme vie? Et il transmettra quoi au monde?» et je le vois comme ça maintenant et en fait, c'est vraiment de la curiosité de me dire: «Ben, j'ai envie d'assister à ça au quotidien et de rencontrer un enfant, que ça soit, parce que je tombe enceinte et que j'accouche et que vraiment, ça marche ou j'adopte ou que ça soit les enfants de mon partenaire et cetera. Mais de me dire: «Ben, j'ai qui en face de moi, en fait?» et oui, je lui transmets des choses que je trouve importantes et des valeurs qui sont importantes pour moi, mais aussi, je vois qui il est et j'ai envie de l'accompagner aussi dans qui il est et pas que mes projections et de la famille parfaite, de la maman parfaite, de l'enfant parfait, en fait et j'aime bien ça. Ouais, c'est chouette. Et du coup, par rapport à ta maladie, du coup, tu as été diagnostiquée de ton endométriose très tôt, du coup? Non, j'ai été diagnostiquée tard, j'avais 30 ans, 31. D'accord, ok. Ouais. Mais par contre, tu as toujours eu des douleurs et Oui. des Toujours symptômes? et lors de ma dernière opération qui était avec un des plus grands spécialistes européens, il m'a dit que pour lui, vu ce qu'il avait vu et enlevé, l'endométriose, elle était là depuis très tôt, depuis mon adolescence, en fait. Et quel est ton rapport, en fait, ou quel a été ton rapport à ton corps avec cette maladie, pendant cette épreuve de la maternité, etc. Est-ce que tu as ressenti beaucoup de colère vis-à-vis de ton corps, en fait? Oui, au début pas mais je pense que c'était lié au fait que j'avançais un petit peu en roue libre, que je faisais pas forcément attention, même si comme je l'ai dit, hein, quand la première fois que j'ai essayé de faire un bébé et que j'étais dans ma vingtaine, j'ai quand même, tu vois, je faisais attention à ce que je mangeais, des choses comme ça, mais c'était plus, parce que les médecins disent, c'était pas, quelque chose d'ancré en moi, de je prends soin de moi, en fait. C'était, le but, c'était de tomber enceinte, c'était pas, je prends soin de moi et de mon corps maintenant et par rapport à ça, il y a un énorme chemin qui a été fait. C'est vraiment de prendre soin de mon corps et tu vois, même finalement, quand j'ai fait cette opération, ma dernière opération, finalement, le but, c'était même pas d'être bien moi, le but, c'était de nouveau d'avoir un bébé. Comme c'était de se dire, que je voulais plus cette image hostile pour pouvoir accueillir un bébé. Alors que maintenant, avec tout ce parcours, j'en suis arrivée vraiment à plus de respect de mon corps et d'être bien dans mon corps. Donc, en fait, est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que tu as de la gratitude par rapport à ce parcours, à cette maladie, etc., qui Ah ouais, t'a... complètement, complètement.
Et c'est là qu'il y a eu des moments où il y a eu de la colère, en fait. Tu vois, je pense que par rapport à ta question d'avant, j'ai eu un moment où je me posais pas trop de questions, donc il y avait pas vraiment de colère, c'était de la déception, ça marche pas, pourquoi? Enfin voilà. Et la colère, elle est plus venue parce qu'en lien, c'était plus, je me rappelle pas de mon premier essai, mais c'était plus, quand il y a eu ce parcours PMA. Ma colère, elle était plus parce que justement, je faisais tout bien et que ça marchait pas et que j'avais l'impression que mon corps me trahissait complètement et de me dire: «Mais pourquoi je fais tous ces changements?» Et je vois que je vais mieux, mais que, je me retrouve à me faire opérer ou, je tombe pas enceinte et ça, c'était très compliqué. Donc ouais, il y a eu beaucoup de colère. Et aujourd'hui, tu arrives à être plus sereine et positive Aujourd'hui, j'ai plus aucune colère et je dois même dire, hein, je dis ça a été aussi un grand travail sur moi de dire: «Je suis guérie». Dans le sens où c'est une maladie, les médecins et même les associations, comme Endo-France, Endomind, les plus grosses associations, montent au créneau quand elles entendent ça, en disant: «C'est pas possible, on peut pas guérir de cette maladie» et moi j'ai envie de répondre et j'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs par rapport à ça, de où je devrais dire que je suis malade alors que j'ai aucun symptôme et aucun signe d'une maladie. bien sûr. Et j'aime bien prendre cet exemple. On a tous eu la varicelle, donc on peut dire qu'on a guéri de la varicelle. Bon, la varicelle, c'est un mauvais exemple parce qu'on peut pas l'avoir 2 fois en général, mais on va se dire la grippe. Moi, je vais pas dire: «Ben non, je vais pas dire que je suis guérie parce que peut-être l'hiver prochain ça va revenir». Non, on Bien dit: «J'ai sûr. guéri et je vais bien maintenant» et peut-être que ça revient. Donc pour moi, je suis même OK que si ça revient un jour et j'accepterai et je referai un chemin par rapport à ça, ça viendra me dire quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai aucun signe, j'ai aucun symptôme. Ça fait plus de 4 ans et je suis super bien et donc je dis que je suis guérie parce que j'estime que je suis guérie et par rapport à ça, j'ai une reconnaissance énorme pour mon corps et c'est vrai que j'ai plus de colère donc même si, je ne tombe pas enceinte et que voilà, je pense qu'on a de toute manière, même si, comme je dis, j'ai fait le deuil d'une grossesse, où je me dis: «Je peux être maman autrement», mais j'adorerais tomber enceinte et ça serait vraiment une victoire. Mais par contre, je serais pas en colère si ça arrive pas. Ouais, il Ouais, y a une forme d'acceptation aussi du parcours et de ce que tu ouais, dois vivre. c'est ça. Franchement, ça serait une surprise magnifique, vraiment et un petit peu la cerise sur le gâteau, tu vois? Mais et de nouveau après je me dis, je pense pour toi pareil ou et comme pour toutes les femmes qui vivent ce parcours, je me dis: «Mais c'est horrible en même temps». Alors que c'est quelque chose qui est si naturel de se dire, que pour nous, c'est la cerise sur le gâteau. Et il y a quelque chose qui rend triste en fait, de dire: non, ça devrait pas être comme ça en fait». Ouais, c'est sûr. Et du coup, dans ce parcours, donc tu as parlé d'acupuncture, est-ce que tu as fait appel à d'autres médecines complémentaires? Comment en fait tu as réussi à cheminer? Est-ce que tu l'as fait un petit peu toute seule avec du développement personnel, des choses comme ça, ou est-ce que vraiment tu t'es faite accompagner? Je me suis faite accompagner beaucoup. Ouais, je me suis faite accompagner, moi je t'ai dit l'acupuncture, mais un peu de tout. En fait, j'ai vraiment tout testé, la kinésiologie, l'ostéopathie, homéopathie, les plantes. J'ai vraiment essayé un petit peu toutes les médecines alternatives. Après, c'est compliqué pour moi de savoir ce qui marchait bien ou pas, dans le sens où quand on fait un petit peu tout en même temps, on sait pas ce qui a le plus d'effet. Et donc ça vraiment au niveau de mon corps, j'étais vraiment je suis allée chercher du soutien auprès de thérapeutes, de médecine douce et alternative. Et sinon, je me suis aussi fait accompagner, j'ai fait une thérapie, d'ailleurs pendant le parcours PMA où j'ai fait, une thérapie brève. Pendant ce temps, j'avais envie d'être accompagnée. J'étais déjà dans un chemin de développement personnel, donc pour moi, c'était important de comprendre, d'accompagner de ce que je vivais, d'avoir aussi quelqu'un qui peut peut-être pointer le doigt sur certaines choses ou me faire comprendre les choses différemment, ou voir les choses différemment. Enfin, quand je dis voir les choses différemment, comprendre différemment, c'est pas le point de vue de l'autre, hein, c'est par des questions ou comme ça, me dire: «Ah, en fait, c'est marrant, j'avais pas réalisé que je pensais comme ça» et voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc ça et puis aussi, c'était lié aussi pendant le parcours PMA, à mon travail parce que j'avais pas envie de déconner, en fait, parce que c'est quand même des métiers où ça peut aller vite et j'avais envie de rester pro et de faire la part des choses entre ces bébés dont je m'occupe et ce bébé que j'attends. Mais je pense que c'est hyper important d'être soutenu et tu vois, moi, il y a un truc, mais je sais que ça aurait pas été possible à l'époque, mais moi, je conseille vraiment, mais à tous les couples qui passent par là, de faire une thérapie de couple à ce moment-là, en fait. Même si ça va bien. Parce que nous, on était un couple qui allait très bien.
mais c'est obligé que ça fait vivre des choses difficiles et c'est important d'en parler et pas que ensemble. Parce qu'ensemble, on se protège aussi. Donc, et c'est soit de faire chacun une démarche individuelle, mais aussi de se retrouver à certains moments avec un thérapeute pour voir ce qui se passe, je trouve important. Après, de nouveau, il faut trouver la bonne personne pour accompagner, mais je trouve que c'est important. Il faut que le partenaire soit d'accord avec ça aussi, quoi. Ouais. Soit ouvert, en fait, avec cette forme Oui. d'accompagnement. Mmh. Et du coup, voilà, ce serait ton conseil, du coup, pour les femmes qui nous écoutent et qui vivent mal, en fait, leurs attentes, leurs difficultés, etc. Ce serait vraiment de se faire accompagner Oui. en individu ou en couple. Ouais, pour moi, vraiment de se faire accompagner. Même si, voilà, si on peut ressentir de la colère quand ce qu'on met en place marche pas, mais continuer à prendre soin de son corps et de bien se nourrir. Et quand je dis bien se nourrir, c'est en tout, hein, c'est bien s'alimenter, mais c'est aussi faire attention à notre environnement, aux personnes autour de nous. Enfin voilà, d'être bien et entouré de belles choses. Et puis, et ça, je sais que c'est le truc qu'on déteste parce qu'on l'entend toutes, il faut pas y penser. Et j'ai pas envie de dire qu'il faut pas y penser parce que moi, ça c'est déjà un truc qui me fait rire quand on nous dit ça alors qu'on doit se piquer tous les jours à heure fixe. Et là, ben, je vois pas très bien comment je ne vais pas y penser. Mais c'est plus de vivre aussi pour soi et de continuer à vivre sa vie. Et c'est compliqué, je trouve. Moi, je suis quand même passée à côté à certains moments parce que j'étais tellement focalisée sur ce projet, c'était tellement important que tout le reste, ça avait moins d'importance. Et des fois, j'étais trop dans le contrôle de me dire: «Bon, maintenant, je bois plus du tout». Mais à l'époque, je buvais de temps en temps de l'alcool ou comme ça, mais genre un verre de vin. Mais tu vois, pendant des longues périodes, ben, j'essaie de tomber enceinte, donc je ne bois pas. Alors que pourquoi? Pourquoi on pourrait pas boire un verre? Pourquoi on pourrait pas boire un café? Enfin, voilà, c'est vrai que de continuer en fait, à se faire du bien, à faire les choses qu'on aime, à se faire plaisir et de pas se perdre pour ce désir d'enfant, en fait. Et des fois, ouais, moi, je me pose quand même la question si ma petite leçon, c'était pas, reviens à toi avant ça, en fait. Ouais, donc moi, c'est vraiment un conseil que j'ai et de continuer ses projets. Si on a un projet professionnel, de vacances, etc., de le faire. Et ça peut se modifier, on peut annuler, mais je sais pas toi, moi, ça m'est arrivé de me dire: «Ben non, on part pas en vacances parce que peut-être que je serai enceinte», à ce moment-là. Combien de fois ça m'est arrivé? Voilà, ben moi pareil et j'ai eu des femmes aussi qui m'ont écrit et moi je faisais pareil, mais j'ai eu ça récemment et ça m'a rappelé ça, par rapport à des retraites, que j'organisais. Une femme qui m'a dit: «Ben tu vois, septembre, je sais pas parce que j'aimerais bien être enceinte à ce moment-là, donc je vais pas m'inscrire». Et moi, c'est typique des choses que je faisais aussi. Et où je me dis: «Mais tant pis, tu t'inscris parce que ça te fait plaisir et si tu es enceinte, tu viens enceinte parce que ça donne de l'espoir à d'autres», tu vois? Carrément. Ou, que ça va te faire du bien de toute manière parce qu'on peut adapter ou, ben, tu pourras pas parce que tu seras en train d'accoucher et puis tant pis, tu vois? Mais c'est vrai que moi, je me suis empêchée beaucoup de choses. On a tendance à beaucoup mettre en pause et à conditionner Ouais. toute notre vie à ce projet qui commence à prendre bien trop de place dans notre vie, en fait. Mmh. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Un bébé? Je le souhaite vraiment, un bébé de toi ou de, voilà, Mais comme tu oui, disais, un petit bébé dans ta vie, ouais. Je te le ouais, souhaite vraiment de tout mon cœur. merci. Ben, à toi aussi et à C'est toutes celles gentil. qui nous écoutent, je pense. Ouais, Je pense ouais, que si vous nous écoutez, c'est que vous partagez aussi ce que, ben, Mélanie et moi, on a vécu ou on vit. ouais. Merci beaucoup, Peggy. J'étais ravie d'entendre ton témoignage. Merci de t'être confiée à mon micro. Ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre ton parcours et je te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup à toi aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous embrasse et en attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous.